il a conquis l'Europe, changé la France, et fini, seul sur une île. Est-ce que vous saviez que Napoléon n'était même pas français ? À ses débuts, il détestait la France. Il voulait même se battre contre elle. Et pourtant, ce même garçon va finir par conquérir l'Europe, se faire sacrer empereur et bouleverser l'histoire à jamais, avant de tout perdre, seul, exilé, sur une île perdue. Voici l'histoire incroyable de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est emmené le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. À ce moment-là, la Corse vient tout juste d'être annexée par la France. Sa famille, d'origine italienne, est profondément attachée à l'indépendance corse. Napoléon grandit donc dans une certaine méfiance envers la France. Son père, plus pragmatique, obtient une bourse royale pour lui permettre d'étudier sur le continent. À 9 ans, Napoléon quitte son île. Il intègre une école militaire à Brienne, puis plus tard l'école de Paris. Il est solitaire, rigide, introverti, souvent moqué pour son accent et son origine, mais il compense par une soif de savoir. Il lit sans relâche, surtout les auteurs militaires et les philosophes des Lumières. À 16 ans, il devient sous-lieutenant d'artillerie, un officier discret mais déterminé. Il se prépare. En 1789, la Révolution française bouleverse le pays. L'ancien régime s'effondre, les institutions vacillent et l'armée perd une grande partie de ses officiers. Dans ce contexte instable, un jeune lieutenant d'artillerie, corse, va se faire remarquer. En 1793, à Toulon, la ville s'est soulevée contre la République. Les royalistes, soutenus par la flotte britannique, tiennent le port. Napoléon Bonaparte est chargé de reprendre les positions. Il propose une stratégie d'encerclement des hauteurs. La manœuvre est méthodique, bien exécutée, décisive. Le port est repris. Cette victoire lui vaut une promotion au grade de général de brigade. Il a 24 ans. C'est la première fois que son nom circule dans les cercles politiques et militaires. Pour la République, il devient un atout. Pour ses adversaires, un nom à surveiller. En 1796, à seulement 26 ans, Napoléon est nommé commandant en chef de l'armée d'Italie. Une armée en sous-effectif, mal équipée, mal payée. Face à lui, les Autrichiens et leurs alliés. Des troupes plus nombreuses, mieux organisées. Pourtant, en quelques mois, Napoléon transforme la situation. Il impose un rythme rapide. Il déplace ses troupes avec une mobilité inédite. Il frappe là où on ne l'attend pas. Les victoires s'enchaînent. Lodi, Arcole, Rivoli. Il bat les armées autrichiennes à plusieurs reprises, brise leurs lignes et impose sa propre logique de guerre. Les soldats l'admirent. L'Europe commence à le craindre. En un an, il passe du statut de jeune général à celui de héros national. Il négocie lui-même la paix avec l'Autriche. Il ne représente plus seulement l'armée, il incarne la France victorieuse. En 1798, le Directoire envoie Napoléon en Égypte, officiellement pour couper la route des Indes aux Britanniques. Mais en réalité, c'est aussi un moyen de l'éloigner. L'expédition se veut militaire, mais aussi scientifique. Napoléon s'entoure d'archéologues, d'ingénieurs, de cartographes. C'est au cours de cette campagne que sera découverte la pierre de Rosette. Sur le terrain, la victoire des pyramides frappe les esprits. Mais très vite, les choses se compliquent. La flotte française est détruite à Aboukir par l'amiral Nelson. L'armée s'enlise dans des combats difficiles et les maladies se multiplient. En 1799, Napoléon laisse ses troupes sur place. Il rentre discrètement en France. L'échec militaire est évident. Mais à Paris, la perception est tout autre. Il est accueilli comme un héros. Et le pays est au bord du chaos. À son retour d'Égypte, la France est au bord de l'effondrement. Le Directoire est impopulaire. L'économie vacille. Les complots se multiplient. Napoléon voit une opportunité. Avec l'aide de son frère Lucien et d'alliés politiques, il organise un coup d'État, le 18 Brumaire, an 8, soit le 9 novembre 1799. Le jour même, les députés sont déplacés à Saint-Cloud sous prétexte de sécurité. Mais tout est orchestré. Les soldats de Bonaparte entrent dans l'Assemblée. Cris, confusion.
Sous pression, les députés votent une nouvelle constitution. Napoléon devient premier consul. C'est la fin de la Révolution. Et le début d'un pouvoir fort, personnel, centralisé. Devenu premier consul, Napoléon prend rapidement le contrôle total de l'État. Il restaure l'ordre, réforme l'administration, centralise le pouvoir. Il crée les lycées pour former une élite, fonde la Banque de France pour stabiliser la monnaie et introduit une nouvelle unité, le franc germinal. Il signe aussi un accord avec le pape, le Concordat de 1801, qui rétablit la paix entre l'Église et l'État tout en gardant le contrôle sur la religion. Mais la réforme la plus durable reste le Code civil. Rédigé en 1804, ce texte unifie les lois françaises. Il reste aujourd'hui encore la base du droit en France. Napoléon s'impose comme un dirigeant moderne, mais autoritaire. En 1802, il se fait nommer consul à vie. 2 ans plus tard, il franchit une étape majeure. Le 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris, il se fait sacrer empereur des Français. Fait inédit, il prend lui-même la couronne des mains du pape et se la pose sur la tête. Le message est clair, il ne doit son pouvoir à personne. L'Empire est officiellement proclamé et très vite, il entre en guerre contre les grandes puissances européennes. En 1805, c'est la bataille d'Austerlitz, une victoire écrasante contre les Russes, les Russes et les Autrichiens. Puis viennent Iéna et Auerstedt contre la Prusse en 1806. En 1807, il défait les Russes à Friedland, puis signe le traité de Tilsit avec le tsar Alexandre Ier. À ce moment précis, Napoléon domine une grande partie de l'Europe continentale. Il est au sommet de sa puissance. Mais cette ascension fulgurante cache déjà des fragilités. Et la chute approche. À partir de 1808, les fragilités de l'Empire apparaissent. D'abord, l'Espagne. Napoléon y installe son frère sur le trône, mais le peuple espagnol se soulève. C'est le début d'une guerre d'usure, marquée par des guérillas, des exécutions, des humiliations. L'armée impériale s'enlise. Puis vient la Russie. En 1812, Napoléon lance sa plus grande campagne. Plus de 600 000 hommes traversent l'Europe pour envahir la Russie. Moscou est atteinte, mais abandonnée, brûlée, sans vivre. L'hiver commence. L'armée meurt de froid, de faim, de maladie. Moins de 100 000 soldats rentrent, c'est un désastre militaire. L'Europe en profite. Les coalitions reprennent l'offensive. En 1813, Napoléon perd à Leipzig la bataille des Nations. En 1814, les armées alliées entrent en France. Paris tombe. Napoléon abdique. Il est exilé sur l'île d'Elbe au large de l'Italie. C'est la fin de l'Empire. Ça, du moins en apparence. En mars 1815, contre toute attente, Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe. Il débarque en France, sans tirer une seule balle. Les soldats envoyés pour l'arrêter rejoignent sa cause, il remonte vers Paris. Le roi Louis XVIII s'enfuit. En quelques jours, Napoléon reprend le pouvoir. C'est le début des 100 jours. Mais l'Europe ne lui laisse aucune chance. En juin 1815, il affronte une coalition à Waterloo, en Belgique. Malgré son génie tactique, la défaite est claire et définitive. Cette fois, l'Europe veut en finir. Napoléon abdique à nouveau, mais cette fois, on ne l'envoie pas sur une île proche. Il est exilé à Sainte-Hélène, une île minuscule, isolée, battue par les vents, au milieu de l'Atlantique Sud. Là-bas, sous surveillance constante, il dicte ses mémoires, repense ses batailles et attend la fin. Il meurt le 5 mai 1821, à 51 ans. Seul, fatigué, vaincu. Mais son nom, lui, ne disparaît pas.